Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de pourquoi j'utilise encore le Google Pixel 4 alors que j'ai un iPhone, alors que je suis beaucoup plus impliqué dans l'écosystème Apple, mais pourquoi je garde ce produit, pourquoi j'aime toujours autant ce Pixel 4 alors que d'autres smartphones me sont passés sous la main et l'intérêt pour ces téléphones en question ont été que moindre. Alors pourquoi j'aime toujours autant le Google Pixel 4? Je vais vous en parler dans cette vidéo un petit peu plus analyse. Allez, c'est parti! Déjà, le Google Pixel 4, il faut se le dire, c'est un échec commercial. Parce que simplement Google n'a pas réussi à trouver certains points clés que les gens recherchaient, etc. Parce que la presse n'a pas du tout apprécié ce téléphone-là. Plein de petites choses qui ont fait que les gens n'ont pas acheté le Pixel 4. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, dans la conférence de Google lors de la présentation du Google Pixel 5, on dirait très clairement que le Google Pixel 4 n'a jamais existé. Cependant, je voudrais quand même faire une analyse de pourquoi moi, personnellement, j'aime ce produit, mais surtout, pourquoi le fait que ça soit moi qui adore ce produit n'est pas forcément une bonne chose pour le grand public. Et puis aussi pour les ventes chez Google. Bizarrement, le Google Pixel 4 est le téléphone que j'aime peut-être le plus chez Google avec le Pixel 3, et pourtant c'est celui très clairement qui s'est vendu le moins entre tous les téléphones de chez Google. Pourtant, dans ce téléphone-là, il a des arguments que j'aime énormément. Déjà, clairement, son expérience utilisateur est impressionnante. On a un excellent moteur haptique, c'est le meilleur qu'on a pu avoir sur la gamme Pixel en mon sens. On a une belle expérience avec Pixel Experience. Vraiment, c'est assez impressionnant à l'utilisation. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. On a tout un tas de petites fonctionnalités discrètes et passives qui sont intéressantes, comme le Shazam qui permet d'analyser la musique autour de vous. Ça, pour le coup, c'est vraiment pratique et ça me manque personnellement sur mon iPhone 10 que j'utilise en plus de mon Google Pixel 4. Puis, évidemment, on a Face Unlock. Face Unlock qui est intégré dans des applications tierces. Ça aussi, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit et pourtant, lorsque je déverrouille avec mon application Crédit Agricole N26, lorsque je souhaite avoir un mot de passe, simplement mon visage permet de déverrouiller cela, en plus évidemment du smartphone pour simplement l'utiliser. Enfin bon, disons-le très clairement, le Pixel 4 a vraiment de vrais arguments lorsqu'on les met et qu'on les pose sur la table. Mais alors, pourquoi il n'a pas fonctionné? Mais surtout, je voudrais mettre ça en adéquation un petit peu avec l'iPhone 10 ou un iPhone dernière génération. On voit très clairement que le Pixel 4 a vraiment un genre entre guillemets d'encoche avec un genre de Face ID, une vraie expérience utilisateur, etc. Et au final, lorsqu'on met un petit peu tout ça en adéquation, on voit clairement que l'iPhone a un petit peu les mêmes types d'arguments. Pourquoi l'un fonctionne et pourquoi pas l'autre? Eh bien, c'est plutôt marketing et c'est plutôt communication et c'est vraiment un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Déjà, l'iPhone, il a vraiment une réelle identité produit. On le reconnaît avec son encoche. Dans les rayons en Apple Store, etc., clairement, l'encoche, c'est iPhone. Très clairement, c'est pour le grand public, c'est vraiment comme ça que c'est perçu. Et rien que pour ça, c'est comme ça qu'on construit une identité produit. Chez Google, c'est vrai que les smartphones ont vraiment changé de design, que ce soit le Pixel 3 au Pixel 4, que ce soit le Pixel 4 au Pixel 5, on n'a vraiment jamais eu le même design. Et donc Google, très clairement, même si j'aime beaucoup leurs produits, en termes d'hardware, il n'y a pas vraiment une identité propre au Pixel, même si évidemment, si on regarde vraiment passivement, on en a une, mais elle est tellement discrète et peu visible que le grand public ne se rendra même pas compte qu'en face de lui, il a un Pixel de Google. Deuxièmement, évidemment, c'est l'image de marque. Avant de parler du produit en lui-même, il y a quand même une image de marque à construire. Et c'est vrai que Google est plus associé software que hardware. Et encore, lorsqu'on parle de hardware, on parle plutôt de Chromebook. Et encore, les Chromebooks sont pas faits par Google. Ils sont faits par des constructeurs tierces, un petit peu à la manière des Nexus il y a quelques années. Mais voilà, Google n'est pas forcément mis en avant de façon hardware, et plutôt de façon software. Alors, quand on dit que Google sort un smartphone, on se dit « What? Pourquoi? Est-ce que ça existe vraiment ?» Et les gens, au final, dans leur point de vue grand public, simplement ne savent à peine que Google fait des smartphones parce que très peu de marketing, parce que très peu de visibilité, parce que Google ne met pas forcément beaucoup de moyens non plus, alors qu'un constructeur comme Oppo sponsorise énormément d'événements, fait beaucoup de publicité à la télévision, sur les réseaux sociaux,
alors que très clairement Google n'en fait que très peu. Et là, c'est là qu'encore Apple est meilleur pour moi, c'est que vraiment avec les iPhones dernière génération, on a énormément de publicité vraiment ciblée correctement pour simplement tout type d'utilisateur. L'iPhone SE, on est plus sur une publicité réseaux sociaux. Sur simplement les iPhone 11, 12, même 10, etc., on est plus sur des publicités que j'appelle conventionnelles. En tout cas, Apple travaille beaucoup mieux sa section marketing et communication pour faire connaître, pour faire aimer son produit, alors que très sincèrement, Google le fait quand même vraiment de façon assez moyenne. Et puis, pour revenir au produit, justement, vu qu'on était un petit peu dans cette partie-là, je voudrais quand même parler de ciblage. Avec les iPhones, Apple sait vraiment quel type de public est concerné. Et puis, il y a des méthodes de vente qui sont appliquées avec des gammes de produits. Apple utilise ce que j'appelle l'upselling. L'upselling, c'est-à-dire que, par exemple, on a un produit qui est jamais trop loin de l'autre en termes de placement tarifaire. L'iPhone 11 est pas trop loin de l'iPhone 12. L'iPhone 12 mini est pas trop loin de l'iPhone 12. L'iPhone 12 est pas trop loin de l'iPhone 12 Pro lorsqu'on prend un peu plus de stockage, etc. Bref, c'est vraiment fait exprès. Et Apple l'applique même très clairement pour ses iPads. Donc voilà, Apple applique cette technique de vente qui fait qu'au final, on a vraiment une gamme de produits clairs avec des produits qui sont pas trop loin les uns les autres pour justement faire réfléchir l'utilisateur à acheter peut-être le meilleur produit parce qu'il en a peut-être les moyens et qu'il peut mettre peut-être 100 € de plus. Donc tout cela est très travaillé, alors que chez Google, c'est un petit peu le néant à ce niveau-là. Le Pixel 4, on avait un Pixel 4 et un Pixel 4 XL. Sur le Pixel 5, on n'avait plus de version XL, on a eu un 4A 5G avec un 4A. Et puis au final, on n'aura peut-être même pas de 5A 5G, on aura juste peut-être un Pixel 6 et un Pixel 5A. Donc c'est un petit peu le bordel chez Google au niveau de sa gamme de produits. On n'y comprend pas grand-chose. Pourquoi le 4A sort la même année que le 5? Pourquoi le 5A sort la même année que le 6, etc. Tout cela manque cruellement de clarté chez Google. Et c'est vrai que Apple et d'autres constructeurs sont beaucoup plus en avance sur ça. Parce que, évidemment, je compare Apple et Google parce que ce sont des constructeurs qui proposent très peu de smartphones par an. Là où, par exemple, Oppo, Xiaomi, etc. font plus des stratégies de masse sur le marché. Et c'est là justement qu'arrive le ciblage. Est-ce que, par exemple, avec le Pixel 4, Google a vraiment su cibler les bonnes personnes? Parce que cibler les technophiles, c'est très bien, voilà, on est clairement le cœur de cible, mais le plus important, c'est la cible principale, c'est-à-dire que c'est les gens autour qu'on va cibler, parce que le cœur de cible est acquis, alors que la cible principale, n'est pas du tout acquise, elle est plutôt en hésitation, en train de rechercher un smartphone, et ça passera donc avec les cibles relais. Les cibles relais, ça peut être la presse. Et justement, là encore une fois, Google s'est complètement raté avec le Pixel 4 parce que mauvaise autonomie, design pas très beau, etc. Et du coup, des mauvaises notes qui fait mauvaise publicité, etc. Donc au final, quand on met toute cette recette ensemble, la cible principale n'a pas été convaincue. La cible relais, qui est la presse, les influenceurs, etc., ça a complètement capoté. Et donc forcément, le Pixel 4 s'est pas du tout vendu et Google a donc logiquement arrêté de le vendre quelques mois après. Donc tout cela fait que du coup le Pixel 4 a été un réel échec, mais c'est pas pour autant que moi personnellement, qui fait partie plutôt du cœur de cible des pixels de Google, je n'aime pas ce produit parce qu'il a vraiment d'excellentes fonctionnalités à l'utilisation et ça pour le coup, je vous invite à aller voir mon test complet du Google Pixel 4 si vraiment ça vous intéresse. En tout cas, pour conclure cette vidéo, très clairement, le Pixel 4 et l'iPhone 10 que je possède ont vraiment des arguments qui se ressemblent sans pour autant trop se ressembler. Et oui, parce que le Pixel pourtant a des arguments par rapport à l'iPhone. Je pense notamment à la qualité photo qui est beaucoup plus évolutive. Chez Google, vraiment, Google Caméra évolue constamment. Avec Apple, j'ai l'impression d'être en 2018 en termes de qualité photo. Et en fait, si je prends pas le dernier iPhone, j'aurai pas la meilleure qualité photo. Je n'ai pas de mode nuit. Le mode portrait est vraiment pas bon. La qualité photo, je la trouve pas dingue non plus lorsqu'on la compare avec un Pixel de Google. Donc au final, il faudrait que je prenne un iPhone 11 ou un iPhone 12 pour avoir une qualité similaire. Malgré ce qu'on peut dire de mauvais sur le Pixel 4, c'est un téléphone qui s'améliore vraiment avec le temps. Les fonctionnalités sont de plus en plus intéressantes. On a une amélioration de l'autonomie au fil du temps. Donc il a des arguments qui vont en mon sens clairement en sa faveur et le Pixel 4 est pour moi un superbe téléphone. Mais encore une fois,
Je vous le recommanderai pas forcément à tous, mais si vous recherchez un pixel de Google, il y a de très bons pixels. En tout cas, je vous ai fait des tests sur la chaîne YouTube et puis je vous ai fait plein de vidéos. Enfin bref, je vous laisserai des liens dans la description si jamais vous êtes intéressé par les pixels de Google. Mais sachez une chose, les pixels de Google sont loin d'être de mauvais smartphones, mais c'est surtout à Google d'essayer de mieux les vendre qu'à moi à essayer de vous convaincre que le smartphone de Google est le smartphone parfait à avoir à l'utilisation. Voilà, on termine donc cette vidéo un petit peu plus analyse autour des pixels de Google sur ça. En tout cas, si ce genre de vidéo analyse un peu plus approfondie vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire simplement dans les commentaires de cette vidéo. Vraiment, c'était une vidéo analyse que j'ai pas mal travaillé. Donc si elle vous a plu, like, abonnement, partage, commentaire, si vous avez des choses à rajouter. Et puis vous avez le Discord, si vous jamais voulez interagir de façon plus directe avec moi, je suis assez disponible sur Discord parce que je l'utilise quand même assez régulièrement. Et puis nous on se retrouve donc dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Parce que quand même il a vraiment de vraies bonnes